Pour commencer cette émission, le premier élément consiste à donner la parole à un grand diplomate africain. C'est un homme qui a un style particulier. Ce n'est pas un style qui brille par l'éloquence, mais c'est un style qui brille par la sobriété, la précision et l'incisivité de son positionnement. Le chef de la diplomatie du Niger, le ministre Bakary Yahou Sangaré, a représenté son pays en cette fin de mois de septembre 2024 à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, il a délivré une courte allocution qui est un condensé de vérité crue et drue. Et je m'en voudrais de ne mettre point assuré que chacun de mes auditeurs sur les réseaux sociaux YouTube, Twitter, Facebook, TikTok l'a entendu au moins une fois. Voilà pourquoi je vous invite à écouter, entendre et écouter l'allocution délivrée fin septembre 2024, précisément devant l'Assemblée générale des Nations Unies par le ministre Bakary Yahou Sangaré. Je lui donne la parole. Dans la même situation que le mien, ont été autorisés à prendre la parole et mieux, ils ont été reçus avec les honneurs par le secrétaire général des Nations Unies. Vous comprendrez très aisément avec moi, vous conviendrez très aisément avec moi qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a un double standard qui est de nature à entamer la crédibilité de notre organisation commune. La méthode du ministre Bakary Yahou Sangaré étant celle du discours lent et posé, pour interpréter ce discours, nous allons procéder à un découpage, partie par partie, de ce discours. Nous allons l'analyser en lui donnant progressivement la parole. Il commence par dénoncer le deux poids, deux mesures qui préside au fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Parce que l'an passé, il était, lui, le ministre des Affaires étrangères du Niger, à l'Assemblée générale des Nations Unies pour parler au nom du Niger. Il en a été empêché par le néocolonialisme français, bien sûr, mais avec la complicité des plus hautes autorités du secrétariat général de l'ONU, au motif qu'on ne reconnaissait pas la légitimité de son gouvernement. Au même moment, des représentants de pays où le pouvoir a été pris par coup d'État, comme il l'a été par le CNSP du Niger, le 26 juillet 2023, au même moment, des États africains, dans une situation similaire, avaient la parole. La Guinée de Mamadi Doumbouya avait la parole. Le Tchad de Mahamat Kaka Déby avait la parole. Pour ne prendre que ces deux exemples-là, et en y ajoutant, les pays dirigés par les putschistes civils, comme le Cameroun de Paul Biya, la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, le Congo de Sassou Nguesso ou le Togo de Faure Gnassingbé. Ce sont des gens qui sont des civils, mais qui ont fait des coups d'État constitutionnels pour diriger leur pays actuellement. Eux, ils ont le droit de parler à l'ONU. Mais le Niger qui vient en 2023 de connaître un coup d'État révolutionnaire, c'est-à-dire un coup d'État en faveur des populations, est interdit de parole. Le ministre Bakary Yahou Sangaré commence par dénoncer ce fait, puisqu'il était dans l'enceinte de l'Assemblée générale et qu'il a été physiquement empêché de se rendre sur l'estrade. Il en profite pour rappeler qu'au mépris de la souveraineté de l'État du Niger, l'ambassade du Niger en France est encore occupée par des renégats nigériens, sans aucune légitimité, sans aucune reconnaissance de l'État, qui sont considérés comme les représentants consulaires du Niger en France, alors même qu'ils n'ont pas l'accréditation du gouvernement du Niger. Donc, le ministre Bakary Yahou Sangaré souligne ainsi le deux poids deux mesures qui est la structure profonde de l'ONU, l'injustice dont l'ONU est cousue.
Cette injustice sans laquelle on ne peut même pas comprendre le conflit israélo-palestinien. Voilà une organisation qui est supposée servir tous les peuples. Mais qui, depuis qu'elle a énoncé des résolutions demandant à Israël de cesser la colonisation de la Palestine, n'a jamais fait appliquer une seule de celles-ci. Et aujourd'hui, cautionne, eh bien, implicitement le rapport de force, puisqu'Israël a le soutien des États-Unis, le rapport de force en faveur de la puissance coloniale au Moyen-Orient. Le ministre Bakari Yahou Sangaré commence par dénoncer l'ONU. Il dit à l'ONU en face, tu n'es pas une organisation juste. Mais comment l'ONU pourrait-elle être juste? Puisque elle-même, qui prétend, soi-disant s'engager à promouvoir la paix, la sécurité, l'égalité dans le monde, n'est pas une organisation elle-même égalitaire. Voyez, sur près de 200 pays qui la composent, 197, exactement si je ne m'abuse. Il n'y en a que 5 qui disposent du droit de veto sur les affaires du monde. Mais c'est quoi le droit de veto? C'est un avantage non démocratique dont disposent les pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et la France. Ces États ont le pouvoir de casser les résolutions qui sont prises en Assemblée générale. L'Assemblée générale qui est l'instance incluant tous les peuples du monde et où devrait être pratiqué le principe du one man, one vote s'il est question des affaires internationales. Ce principe n'est pas reconnu. Il y a 5 États qui détiennent le droit de bloquer toute l'organisation s'ils le veulent. Comment une organisation qui est en fait une oligarchie des nations, comment une telle organisation peut-elle promouvoir l'égalité, la justice, la paix, l'entente, la négociation, la fraternité humaine sur la terre? Demander aux Nations Unies de promouvoir la justice sur la terre, c'est comme demander à un manchot de prendre son courage à 2 mains. Quand déjà tu es manchot, tu n'as qu'une main. On te demande de prendre ton courage à 2 mains, c'est une moquerie. Demander à l'ONU de promouvoir la justice sur la terre, alors que c'est une organisation qui est elle-même injustement structurée en son sein. C'est littéralement fuir la pluie et aller se cacher dans une rivière. Si quand il pleut, vous ne voulez pas être mouillé, et que vous choisissiez comme solution de vous cacher, de plonger dans la première rivière que vous trouvez, en attendant que la pluie finisse, il y a une seule question qui se pose. Quand vous sortirez de la rivière, serez-vous moins mouillé que vous ne l'auriez été par la pluie? C'est cette question qu'on peut poser à l'ONU. Quand l'ONU se lève, fait des missions au Congo, mission en Centrafrique, mission au Mali, mission en Somalie, mission au Libéria, mission en Côte d'Ivoire, pour soi-disant promouvoir la démocratie. La grande question est de savoir, l'ONU peut-elle promouvoir la démocratie qu'elle ne pratique pas? C'est un peu comme, je vois, l'Europe avec ses près de 12 monarchies, parmi lesquelles des pays qui osent expliquer la démocratie aux Africains. Mais comment une monarchie peut enseigner la démocratie aux Africains? La Grande-Bretagne est une monarchie. La Norvège est une monarchie. La Hollande est une monarchie. L'Espagne est une monarchie. Hein? Le Danemark est une monarchie. Monaco est une monarchie. La Belgique est une monarchie. Luxembourg, monarchie. Monaco, monarchie. Liechtenstein, monarchie. Mais il se trouve des ressortissants de ces pays pour oser à l'ONU éructer quand on parle des affaires africaines. Mais qui les a envoyés? Qui les a appelés? Comment le sujet d'un roi qui est chef d'État par hérédité peut-il venir enseigner le principe électif aux Africains? Est-ce qu'un sujet britannique peut venir nous dire c'est important que les dirigeants soient élus? Est-ce que le roi Charles d'Angleterre est élu? C'est notre affaire de déterminer les formes par lesquelles nous déléguons nos pouvoirs. Et l'élection n'est pas la seule. Historiquement même, en Occident, je le rappelle souvent, dans les démocraties authentiques de l'Antiquité grecque, dont étaient exclus d'ailleurs au passage les femmes et les esclaves, c'est par tirage au sort que les dirigeants étaient choisis.
les dirigeants étaient choisis par tirage au sort, pas par élection. Lisez l'excellent bouquin de Bernard Manin, Les principes du gouvernement représentatif, où il explique comment la bourgeoisie occidentale, au moment du déclin de la monarchie, a littéralement volé la vedette au peuple, volé la vedette à la plèbe, en remplaçant le principe héréditaire par le principe électif. Alors que si on voulait vraiment renouer avec les pratiques des démocraties occidentales de l'Antiquité grecque, ce devait être le principe du tirage au sort qui devait être appliqué. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, avec ses environ 70 millions d'habitants, et je ne sais pas, mettons 50 millions d'électeurs, on prendrait le nom de toutes les citoyennes et de tous les citoyens capables d'exercer les fonctions de président de la République. On le mettrait dans une urne et on tirerait au sort l'un de ces noms. Et le nom qui serait tiré devrait exercer pour 5 ans les fonctions de président de la République. C'est comme cela que les fonctions étaient attribuées dans la Grèce antique, dans la démocratie occidentale originelle. Ce n'était pas par élection. Parce que dans l'Antiquité, les Grecs savaient déjà que l'élection favorise ceux qui ont les moyens de battre campagne. Que l'élection favorise ceux qui contrôlent les médias. Que l'élection favorise ceux qui sont héritiers de familles riches. Que l'élection favorise ceux qui ont constitué des partis puissants. Ceux qui constituent des alliances. Et que par conséquent, elle crée de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'elle empêche des citoyens d'accéder aux plus hautes fonctions parce qu'ils n'ont pas les moyens que d'autres possèdent, non pas forcément en vertu de leur mérite, mais souvent par héritage, par cooptation et par pur lobbying, sponsoring. Donc, il faut que vous vous rendiez compte que l'ONU est aux antipodes de la démocratie. Et donc, on ne comprend pas ce que les missions de l'ONU font en Afrique. Elles ne peuvent pas instaurer la paix en Afrique puisque ce ne sont pas des missions d'une organisation elle-même pacifique. Lorsqu'une organisation politique internationale est basée sur le principe oligarchique, c'est-à-dire le principe de la domination des plus puissants, une telle organisation ne peut pas promouvoir la paix dans le monde, elle ne peut qu'éviter la paix, conformément à la devise de l'Union européenne, trouvée dans sa résidence à Niamey au Niger. La paix, on peut l'éviter. C'est la finalité de l'ONU. Je tiens à vous rappeler que partout où l'ONU est allée, la paix a été évitée. Et on appelle faussement les missions de l'ONU en Afrique missions de maintien de la paix. L'ONU n'a jamais maintenu la paix en Afrique. Depuis le temps des Lumumba, où on allait même jusqu'à assassiner un secrétaire général de l'ONU, le Suédois Dag Hammarskjöld, uniquement parce qu'il avait pris par probité morale, fait et cause, pour le héros national congolais Patrice Lumumba. On a tué Dag Hammarskjöld. Les impérialistes otaniens ont tiré sur son avion. Depuis la création de l'ONU, en 1945, jusqu'à nos jours, elle n'a jamais rétabli la paix nulle part dans le monde. Je vous mets au défi de me trouver un seul pays où l'ONU a rétabli la paix. Pourquoi l'ONU est-elle incapable de rétablir la paix? Parce que l'ONU est conçue par le rapport de force de guerre. Ceux qui dominent à l'ONU, ce sont des gens qui ont simplement gagné la guerre. Donc en fait, le principe qui dirige l'ONU, c'est le principe du droit du plus fort, qui n'en est pas un. Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social, a rédigé un excellent paragraphe intitulé « Du prétendu droit du plus fort », où il démontre que la force ne peut pas faire le droit. Vous ne pouvez pas transformer la force en droit, c'est une alchimie impossible. Pour que la force soit le droit, il faut que le plus faible simplement constate qu'il ne peut pas gagner puisqu'il est faible. Mais le plus faible n'oublie pas pour autant qu'il a raison, un peu comme dans la fameuse fable du loup et de l'agneau, qui est commentée par Jean-Jacques Rousseau. Bon, l'agneau est mangé finalement par le loup. Mais ce n'est pas parce que l'agneau a tort. C'est juste parce que le loup est fort. D'accord? D'où La Fontaine dit à la fin et au début, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, l'ONU, c'est une organisation internationale basée sur le principe de la raison du plus fort. Donc, l'ONU ne peut pas promouvoir la paix sur la Terre. L'ONU est une organisation
d'expansion des guerres. Et les grandes puissances de l'ONU sont les principales puissances guerrières de la Terre. Étudiez l'histoire des guerres sur cette Terre. Vous retrouverez les 5 principales puissances de l'ONU au cœur de celle-ci. Et vous vous rendrez compte que dans le bloc des 5 principales puissances du Conseil permanent de l'ONU, celles qui ont le plus provoqué de guerres sur la Terre, ce sont les 3 puissances occidentales. Vous en doutez? Je donne la parole à quelqu'un qui a étudié le sujet. Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Monsieur Sarkozy, quel est le continent qui est à l'origine des pires guerres de la Terre? Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Venez par ici au lieu de chercher à aller à aider le dictateur Paul Biya. En Afrique, une pétition de plus de 10 000 citoyens vous a dit de ne pas aller là-bas. J'espère que vous avez compris. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous avez dit ce jour-là, de tous les continents? Je vais vous dire une chose. Oui, monsieur Sarkozy. L'Europe, de tous les continents du monde, Oui. est le continent le plus brutal, D'accord. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Oui. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Oui. C'est l'Europe. Très bien, merci. Et je vais vous dire autre chose. C'est bon, monsieur Sarkozy. C'est pas Moyen-Âge. Non, c'est ce qu'on voulait savoir. On voulait savoir de toutes les puissances qui sont aux Nations Unies, lesquelles sont les plus grandes fauteuses de guerre sur la Terre. Lesquelles sont les plus grandes responsables de brutalité sur la Terre. Qui a provoqué les 2 grandes guerres mondiales de cette planète? Ce sont les puissances européennes. C'est un fait historique. Et nous savons pourquoi l'Europe est le principal pôle des grandes guerres mondiales. Parce que l'Europe, c'est le continent de la rareté et de l'angoisse existentielle. Nous avons déjà compris cette psychologie. Le sous-sol est pauvre. Donc les gens passent leur temps à envisager de mettre la main sur les richesses des autres pour pouvoir prévoir leur avenir. D'où des énoncés absolument abracadabrantesques comme « l'Afrique est l'avenir de l'Europe ». Une telle phrase ne peut être dite que par quelqu'un qui a prévu de voler les richesses africaines pour pouvoir remplir son frigo en Europe. Parce qu'il sait que son frigo sera vide, puisque dans le sous-sol européen, il n'y a rien. Donc l'expérience de la rareté et l'angoisse existentielle ont fait des puissances européennes les plus grandes voraces de la planète. Il va falloir soigner psychologiquement l'angoisse existentielle de l'occidental et l'aider à transformer son système économique en système écologique, en système de développement dit durable, de telle façon qu'il arrête de mettre la pression sur le monde entier pour être nourri. De mettre la pression sur le monde entier pour avoir des matières premières stratégiques. Il faut que l'Europe apprenne à vivre sobrement. Et c'est vrai pour toute l'humanité. Les richesses que nous avons dans la terre ne sont pas des richesses éternelles. Ce sont des richesses limitées. Il faut une révolution de notre mode de vie sur la terre pour pouvoir transmettre les meilleures conditions de vie aux générations futures. Dans cette révolution, l'Europe doit aller très vite parce qu'elle est le parent le plus pauvre en ressources naturelles de la terre. D'où elle a développé une hyper-violence envers les autres parties du monde dans le but d'assurer la prédation de leurs richesses. Donc, ça c'était le début du discours. Donnons la parole au ministre Bakary Yahou Sangaré. Je suis en train de vous faire un commentaire appliqué de ces propos. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mon pays a pris cette décision avec dignité et il s'est senti laissé pour compte. C'est pourquoi mon intervention sera essentiellement axée sur les laissés pour compte et la dignité humaine. La dignité humaine, mesdames et messieurs, cadre parfaitement avec les idéaux de la refondation qui est en cours au Niger. Les laissés pour compte, par contre, résultent des conflits, des violences multiples, des inégalités, du déficit de solidarité, ainsi que de la marginalisation d'une grande partie de la population de notre planète qui pourtant aspire à un monde meilleur. Avant de continuer, je voudrais saluer la participation à cette session de la Palestine. Très bien. Laissée pour compte.
Laissez pour Nous compte la fondons Palestine. l'espoir que sa présence tant méritée parmi nous constitue une étape décisive vers l'avènement d'un État palestinien libre, indépendant, souverain, vivant en paix avec ses voisins dans ses frontières de 1967. Le Niger réaffirme son soutien à la cause palestinienne. Bravo. Et estime que seule une solution à deux États pourrait mettre fin au cycle de violence et garantir la paix et la sécurité dans la région. Bravo. Mon pays déplore également la situation au Liban et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Mesdames et messieurs, chaque année, La deuxième partie de ce discours est très intéressante. Elle tourne autour d'une notion élaborée par la diplomatie du Niger. Le ministre Bakari Yahou Sangaré nous dit qu'il est le porte-parole des laissés pour compte. C'est-à-dire le porte-parole des marginalisés, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux, les marginalisés des dictatures de cette planète. Les laissés pour compte sont ceux qui ont été classés arbitrairement dans les catégories socio-économiques, les catégories diplomatiques, les catégories juridiques les plus méprisantes du droit international d'inspiration occidentale. En économie, on a créé des notions comme pays pauvres, très endettés, pays les moins avancés, pays sous-développés, pays en voie de développement, pour classer des pays qu'on pille. C'est-à-dire, dans le cadre de ce qu'on peut appeler des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que les puissances qui pillent l'Afrique et qui appauvrissent l'Afrique s'empressent de créer des catégories intellectuelles qu'elles font enseigner dans leurs universités pour faire accepter le statut de pauvre de l'Afrique. Alors que ce sont elles qui sont pauvres. Et c'est l'Afrique qui est appauvrie. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer ce que nous dit le ministre Bakari Yahou Sangaré. Lorsque le Niger a décidé de remettre la main sur son uranium, de contrôler l'exploitation de son uranium, quelque temps après, dans la presse, ici en France, on a vu apparaître que le groupe Orano aurait connu 400 millions d'euros de pertes du fait de la cessation de son droit d'exploiter l'uranium du Niger dans la grande mine d'Imouraren. 400 millions d'euros de pertes en moins d'1 mois et demi de suspension de l'exploitation de cette mine. C'est alors là que nous nous posâmes la question pour laquelle on nous persécute. Parce que nous nous posons toujours les bonnes questions, mais qui dérangent les méchants. Mais si on classe le Niger pays moins avancé, pays pauvre très endetté, si on classe le Niger pays en état de catastrophe permanente, au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris, au Club de Londres, au Club de Washington, comment expliquer que le groupe Orano dise que, parce que le Niger ne lui a plus permis d'exploiter son uranium dans la grande mine d'Imouraren, il a perdu 400 millions d'euros en moins de 2 mois. D'où venaient les 400 millions d'euros que le groupe Orano prétend avoir perdu? La réponse est évidente. Ces 400 millions d'euros que le groupe Orano dit dans la presse avoir perdu du fait de la décision nigérienne venaient donc du Niger. Or donc, comme on dit chez nous à Abidjan, or donc, le Niger était capable, en moins d'1 mois, de générer des profits de 400 millions d'euros. Ah, astaghfirullah. Donc le Niger était assis comme ça, sur une mine de centaines de millions d'euros, et puis il y a des gens qui, avec une seule multinationale, sont capables de faire 400 millions d'euros sur le dos du Niger, alors que le Niger, lui, il ne peut pas les faire. Rien que ce petit exemple illustre l'incongruité de ceux qui, non seulement pillent l'Afrique, déstabilisent l'Afrique, mais qui s'amusent à présenter cela comme étant une fatalité pour l'Afrique, à élaborer des catégories pseudo-scientifiques pour minorer l'Afrique, pour mépriser l'Afrique et pour entamer le moral des Africains. Au point que plusieurs Africains, quand ils s'expriment, utilisent des termes comme « Ah oui, nous, on est des pays pauvres, nous, on n'a rien, on n'est rien sur la terre, aidez-nous ». Imposer la terminologie de l'assistanat aux Africains n'a été possible que parce qu'on les pille atrocement et ensuite, et qu'on les matraque intellectuellement.
tu es pauvre, tu es un pays pauvre. Hein? On a élaboré des notions comme l'aide au développement. Mais depuis quand on peut aider quelqu'un à se développer? La notion même de développement suppose un processus endogène. Certes, l'environnement influence le développement. Mais pour que le développement ait lieu, il faut qu'il vienne de celui-là même qui se développe. Sinon, ce n'est pas un développement, c'est un enveloppement. Donc, il y a une incongruité logique dans la notion d'aide au développement. On ne peut pas t'aider à te développer. Toute aide au développement n'est rien d'autre qu'un enveloppement. Il s'agit de te maintenir en situation d'éternel assisté. Et ainsi de te piller ad vitam aeternam. L'aide au développement, c'est une corde mise au cou des pays africains avec du savon. Et chaque fois qu'elle est versée, on tire sur la corde. Et on aide les pays africains exactement comme la corde aide le pendu. À travers les mécanismes de la dette. Les crédits à l'économie contrôlés à distance et conditionnés par le bradage des matières premières. Les dévaluations décidées à 6000 km. Oui. Donc, dans la deuxième partie du discours du ministre Bakary Yahou Sangaré est mis en difficulté le concept de pays laissés pour compte. Car, en fait, ceux qui laissent les pays africains pour compte ne les laissent pas pour autant vivre et respirer. Ce sont les mêmes qui organisent leur déstabilisation. Et voilà pourquoi il cite deux exemples de pays laissés pour compte, mais qu'on ne laisse pas. Si vraiment le peuple palestinien ne valait rien, mais pourquoi on tue plus de 50 000 Palestiniens en 2 mois? Pourquoi on tue plus de 50 000 Palestiniens en 2 mois? Si les Palestiniens ne représentent rien sur la terre, pourquoi les tuer? Pourquoi on arrache les terres palestiniennes? Pourquoi déloge-t-on le peuple palestinien de son territoire historique à Gaza? Comme l'a dit Alain Juet, ancien directeur de la DGSE française, aujourd'hui analyste géopolitique. Il y a une nappe de pétrole et de gaz immense au large de Gaza. Et c'est pour l'exploiter sans les Palestiniens qu'on les chasse de leurs terres. Fin de citation. Donc, quand vous entendez qu'un peuple est laissé pour compte, paradoxalement, si vous observez bien, vous allez voir qu'on ne le laisse pas. C'est le cas du peuple libanais. Torturé depuis plusieurs années, ce peuple. Mais on ne le laisse toujours pas. Il est laissé pour compte, parce que personne ne vole spontanément à son secours. Mais quand il s'agit de l'écraser, on l'écrase copieusement. On tire sur les immeubles d'habitation. On tue les civils. Et la vie continue. Voilà le paradoxe de pays laissés pour compte, mais qu'on ne laisse pas. George Floyd ne représente rien. Pourtant, Derek maintient son genou sur son cou, jusqu'à ce que George Floyd meure. Si George Floyd n'était rien, pourquoi tu le tues? Est-ce qu'on tue ce qui n'est rien? On ne tue pas ce qui n'est rien. Parce que tuer ce qui n'est rien, c'est tuer pour rien. C'est bien parce que Derek représente la possibilité de l'égalité. C'est parce que George Floyd représente la possibilité de l'égalité humaine. Et que le policier Derek ne veut pas de ça. Il ne veut pas d'un noir considéré comme légal d'un homme blanc aux États-Unis. C'est pour ça qu'il le tue. C'est bien parce qu'il représente quelque chose, George Floyd. La possibilité de l'égalité humaine. Et c'est bien parce que le Liban, la Palestine représente des peuples qui aspirent à une égale reconnaissance. Voilà pourquoi leur torture n'est pas rien. Et on ne peut pas dire qu'ils ne sont rien. On a beau les laisser pour compte, on ne les laisse pas. Cela veut dire qu'ils sont importants, qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux, ne serait-ce même que pour simplement tester l'usage des armes les plus criminelles. Ils servent de cobayes militaires, tranquillement. On tire sur eux tout ce que l'homme a inventé de méchant. Et la vie continue. N'est-ce pas? Donc, le ministre Bakary Yahou Sangaré, dans la deuxième partie de son discours, fait preuve d'une solidarité remarquable. Une solidarité qui est la condition de la naissance du monde multipolaire auquel nous aspirons. La suite. Nous adonnons au rituel de complainte sur la situation des pays pauvres et de plaidoyer pour un monde plus équitable. Mais force est de constater que nous nous réunissons trop, nous agissons peu, en un mot, nous faisons du surplace. Vrai. Les pays, au moment où les pays pauvres,
Lise-leur, comme disent les jeunes, pour ne pas dire qu'ils s'enfoncent dans la galère. Les riches s'en mettent plein les poches avec nos ressources. Continue de soutenir des régimes corrompus et inféodés qui truquent les élections et plongent leur peuple dans la misère totale. Pendant ce temps, la communauté internationale se mure dans un silence complice qui traduit une fois de plus la politique de 2 poids, 2 mesures. C'est ici, dans cette troisième partie, où le ministre nigérien des Affaires étrangères investit les concepts de pays pauvres et pays riches. Si on écoute très bien ce que dit le ministre Bakary Yahou Sangaré, on est obligé d'inverser la définition. La définition traditionnelle des pays pauvres, c'est celle qui nous a été imposée par la science politique occidentale, qui dit que les pays pauvres sont les pays africains, les pays latino-américains, les pays asiatiques qui sont les moins technologiquement avancés, c'est ça les pays pauvres. Mais est-ce que c'est cela la pauvreté? Je voudrais vous demander une réflexion sérieuse sur le concept de pauvreté. Est-ce que c'est un concept d'abord exclusivement économique? Est-ce que c'est un concept exclusivement technique? Je vous donne un exemple très simple. Prenons un homme qui possède 1 milliard, mais qui est capable de violer un enfant de 3 ans. Et prenons un homme qui, quant à lui, possède 1000 francs et qui jamais ne peut poser un tel acte abominable. C'est qui le pauvre type entre les deux? Je vous amène dans un domaine où vous pouvez comprendre que la notion de pauvreté, telle qu'elle nous a été infligée dans les sciences humaines, dans les sciences politiques africaines, est une notion appauvrie. Un milliardaire qui est un agresseur sexuel d'enfants est un pauvre type. Oui ou non? Un homme qui n'est pas milliardaire, qui est économiquement démuni, mais qui protège et respecte la sacralité des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un homme moralement riche. Comment l'Occident a-t-il pu nous imposer un concept uniquement économique de la pauvreté? Et nous aussi, on a accepté. La terre entière a accepté ça. Pourtant, le plus grand sage, unanimement reconnu de l'Occident, Jésus-Christ, dit qu'il sera infiniment plus difficile à un chameau, il sera infiniment plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, par le chat, C-H-A-S, d'une aiguille, le trou de l'aiguille là, par lequel on introduit le fil. Il sera plus facile à un chameau d'entrer par là qu'à un riche, au sens économique du terme, d'entrer au royaume des cieux. Le Christ avait déjà prévenu le monde entier, sur la base de la sagesse reçue de son initiation, sur le danger d'une définition purement économique de la richesse. Le concept de richesse n'est pas seulement économique, c'est un concept qui est également moral. Et la richesse morale, c'est le sens de la vérité, c'est le sens de la justice, c'est le sens de l'humanité, c'est le sens de la solidarité. Et il y a des gens qui sont économiquement riches, mais qui sont moralement pauvres. Un homme économiquement riche et moralement pauvre est un danger pour lui-même. Il est un danger pour son entourage, il est un danger pour la terre. Et c'est cela la situation des grandes puissances occidentales aujourd'hui. Elles sont financièrement, je ne dis même pas économiquement, je ne prends qu'un aspect, l'aspect par lequel elles sont riches, c'est l'aspect financier. Elles sont financièrement riches parce qu'elles ont mis en place un système financier d'exploitation des richesses naturelles et des richesses humaines de toute la terre. Elles sont financièrement riches, mais elles sont moralement pauvres. La pauvreté morale est absolue. Quand vous avez des gens qui laissent mourir des millions de personnes uniquement pour leur voler du diamant, pour leur voler du pétrole. Vous avez des gens qui organisent des guerres, des mensonges sur des États entiers. Oh, Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Seulement pour voler le pétrole. Les voleurs qui assassinent par millions des peuples innocents sur la terre sont des pauvres gens au sens moral. Ils sont riches financièrement. Ils sont riches militairement, mais ils sont pauvres moralement. Ils sont pauvres spirituellement. Ils sont pauvres humainement. Et ils sont les pires des pauvres qu'on puisse avoir sur la terre. Ceux qui perpètrent l'injustice et la violence pour le veau d'or sont les pires des pauvres de la terre. Est-ce que vous comprenez ma démonstration?
À partir de là, on peut revenir à ce que nous dit le ministre Bakary Yahou Sangaré. Il dit que les pays pauvres lisent l'heure. Qu'entend-il par pays pauvres? Il reprend le concept de pays pauvres au sens économique, en fait au sens financier du terme, qui nous a été imposé par le FMI, la Banque mondiale, etc. Ils sont en train de lire l'heure pendant que les pays riches, eux, ils se sucrent en exploitant les pauvres. Rien que dans cette phrase, le ministre a les moyens d'inverser la définition. Mais si les pays riches étaient tant riches que ça, pourquoi auraient-ils besoin d'exploiter les pauvres? Écoutez, vous procédez, mettons, 50 francs. Non, vous procédez, on va parler maintenant en utilisant les mots de nos monnaies. Vous possédez, mettons, par exemple, 50 Sahel, puisque le Sahel arrive. Vous avez 50 Sahel. Moi, j'en ai 10 000. Est-ce que j'ai besoin de voler vos 50 Sahel? Est-ce que j'en ai besoin? Puisqu'avec mes 10 000 Sahel, j'ai déjà suffisamment d'argent par rapport à vous. Est-ce que j'ai besoin de voler vos 50 Sahel? Je n'ai pas besoin de voler vos 50 Sahel. N'est-ce pas? Bon, alors, si les pays occidentaux qui exploitent l'Afrique étaient riches, mais pourquoi ils exploitent l'Afrique? Pourquoi exploitent-ils l'Afrique? Parce que si l'Afrique n'avait rien, ils ne viendraient rien chercher en Afrique, n'est-ce pas? Monsieur Chirac, d'où vient la richesse de l'Occident? Et en particulier la richesse de la France. Vous êtes là, monsieur Chirac, sortez un peu de votre tombe. Parce que c'est important pour qu'on comprenne la nécessaire inversion conceptuelle. Monsieur Chirac, oui, ça vient d'où? Vous êtes là, sortez de votre tombe. Je vous l'ordonne. Venez ici. D'où vient l'argent qu'on a en France? Qui est riche? Seulement une chose, oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie oui, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, M. Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Donc, vous avez compris d'où vient l'argent qu'on a en Europe, l'argent qu'on a en France, mais de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Par conséquent, qui est riche et qui est pauvre? Pour que tu aies de l'argent, tu dois voler mon or, mon diamant. Je dis bien voler. Tu dois voler mon pétrole et mon gaz. Et tu m'appelles pauvre? Je ne suis pas pauvre. Je suis riche, mais je suis appauvri. Non, nous ne sommes pas, nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays appauvris. Et les pays occidentaux ne sont pas des pays riches. Ce sont des pays qui ont constitué leur fortune sur le malheur du monde. Donc, ce sont des pays artificiellement enrichis. Est-ce que c'est clair? Si on voulait procéder à une réforme conceptuelle des notions, on parlerait des pays africains actuels comme étant des pays appauvris, et on parlerait des pays occidentaux, anciennes puissances négrières, coloniales, actuelles puissances néocoloniales et impérialistes, comme des pays artificiellement enrichis. Car la richesse dont ils se vendent n'est rien d'autre que le résultat du pillage éhonté. Le pillage sans honte de la planète. Monsieur Chirac l'a dit. Il a été élu 2 fois président de la République française. Personne ne l'accusera de diffamation. L'élément que je viens de citer a été reproduit dans tous les médias officiels français. Comme il était président quand il l'a dit, qui aurait osé, qui pouvait le convoquer au tribunal pour ça? Et même quand il ne l'était plus, il a dit qu'il souffrait d'anomognosie, c'est-à-dire qu'il avait oublié tout ce qu'il a dit. Comme ça, on lui a posé des questions ni sur les valises de la France-Afrique, ni sur les vérités crues qu'il a dites. Il s'en est allé à très bon compte ainsi. On redonne la parole au ministre parce que je suis en train de vous faire un commentaire enrichi des propos du ministre. Donc, dans la 3e partie de l'allocution du ministre à l'Assemblée générale des Nations Unies, nous retenons que les Africains ne sont pas des pays pauvres. Sont des pays appauvris. Et nous appelons nos dirigeants politiques à ne plus utiliser les catégories par lesquelles l'Occident a enfoncé le crâne, bourré le crâne des Africains.
les pays africains sont des pays appauvris, mais qui sont potentiellement les pays les plus riches de la Terre. Les pays occidentaux, anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, sont des pays artificiellement enrichis, car ayant constitué leur capital essentiellement sur la traite négrière, le pillage de l'Amérique, le pillage de l'Afrique, le pillage de l'Asie, le pillage de la planète. Et tout leur système économique actuel est précisément un système de pillage des autres parties du monde. On ne devrait pas être fier d'une richesse accumulée sur la violence, la ruse, le mensonge et l'exploitation. On ne devrait pas en être fier. Celui qui en est fier est un pauvre type au sens moral. Je vous invite à bien distinguer un type qui est pauvre d'un pauvre type. Un type peut être pauvre parce qu'il n'a pas de vêtements, parce qu'il n'a pas de quoi manger. Oui, c'est un type pauvre. Mais attention, un type pauvre n'est pas nécessairement un pauvre type. Si ce type pauvre est digne, si ce type pauvre est simplement une victime qui se débrouille pour mener la vie la plus humaine possible, c'est un homme moralement riche. Alors que il peut y avoir quelqu'un qui est financièrement riche, mais qui en réalité est un pauvre type. Parce qu'en fait, tout ce dont il se gargarise, il l'a obtenu par le vol, l'extorsion, le pillage, l'exploitation d'autrui. Il n'y a aucun mérite et il ne mérite l'admiration de personne de sensé. C'est cela que Chirac a dénoncé. Une bonne partie de l'argent que nous avons en Europe vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il faudrait penser à rendre aux propriétaires leur argent avant qu'on entre dans de graves convulsions. Dixit Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française. Donc on continue avec la 4e partie du discours du ministre Bakary Yahou Sangaré parce que c'est un discours compacté, condensé, où il y a des vérités denses et puissantes. Qu'il continue. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel au peuple exploité et laissé pour compte pour leur dire que ce n'est pas au pays nantis de nous trouver des solutions. Très bien. J'affirme que les solutions sont en nous. Très bien. Elles consistent au renoncement à l'aide mendiante et avilissante pour un partenariat digne dans lequel nos ressources seront payées à leur juste prix et les gains investis au profit de nos populations. Très bien. La 4e partie du discours est d'une lucidité et d'une profondeur remarquable. Le ministre Bakary Yahou Sangaré dit que les pays appauvris n'ont pas à attendre des pays artificiellement enrichis, qu'ils deviennent subitement gentils. Il faut au contraire arracher sa souveraineté. Arracher sa souveraineté, c'est être solidaires les uns des autres afin de pouvoir vivre effectivement de nos propres richesses. Ce qui veut dire, eh bien, mettre fin à l'occupation militaire du sol africain par des puissances négrières coloniales, néocoloniales et impérialistes. Ce qui veut dire abolir la suprématie financière du dollar, de l'euro, du franc CFA en Afrique, pour affirmer la suprématie des monnaies souveraines africaines existantes et à créer. Ce qui veut dire mettre fin aux ingérences des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, impérialistes dans le choix des dirigeants africains. Ce qui veut dire réenraciner l'Afrique dans sa tradition multimillénaire, s'inspirer de cette tradition pour la doter d'institutions exemplaires. Voilà le chemin de la souveraineté qui est en train d'être tracé par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le ministre, c'est brillant. Continuez, s'il vous plaît. C'est dans cet esprit que mon pays gère sur ses fonds propres les dégâts de la crise humanitaire née des inondations sans précédent qu'il subit cette année. Très bien. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir
encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Namo. C'est un moment extrêmement important. C'est la continuité du quatrième moment de l'allocution. Je souligne le fait que le Niger dit qu'il ne se soumettra plus au chantage à la soi-disant démocratie. C'est un moment important sur le plan de la connaissance scientifique de la politique en Afrique contemporaine. Ça fait des années et des années que je me bats pour dire aux dirigeants africains, dire aux populations africaines, dire aux intellectuels africains qu'il faut rompre avec les paradigmes politiques dominants de l'Occident, les laisser à l'Occident pour la population occidentale et élaborer pour l'Afrique des paradigmes politiques inspirés de sa tradition civilisationnelle. Je me bats pour dire que pour faire des États de droit africains, pour élaborer des États africains viables pour les peuples africains, il n'y a aucun besoin de s'en référer à l'idéologie démocratique. Laissons l'idéologie démocratique aux Grecs et à leurs héritiers, ici en Europe, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Nous avons une tradition. C'est celle de la Mahat, la plus ancienne. La tradition de civilisation basée sur les principes de vérité, de justice et de solidarité. Nous avons plusieurs grandes déclarations des droits humains, comme celle de 1236, la charte de Kurukan-Fuga. Nous avons plusieurs traditions affirmant la valeur sacrée de la vie et de l'homme en Afrique, comme celle de l'Ubuntu, comme celle du Mbok Bassa. Et chaque Africain, plus ou moins initié dans sa tradition, connaît le nom par lequel on appelle la sagesse des ancêtres. Une sagesse axée autour des concepts de vérité, de justice et de solidarité. Donc, nous pouvons parfaitement nous inspirer de ces modèles de civilisation, de nos propres paradigmes pour concevoir l'État africain. Un État qui va combiner le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel et le pouvoir populaire, comme je l'ai expliqué dans une conférence récente. Donc je salue ici le fait que le Niger se démarque très clairement de la propagande démocratique, qui est l'une des escroqueries intellectuelles qui a piégé les Africains, y compris ceux de ma génération. Dans les années 90, nous croyions, naïvement, que l'idéal de l'humanité était d'avancer vers le système démocratique. On nous avait fait lire à l'université un livre de Francis Fukuyama, intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Un livre inspiré de la philosophie de Hegel, qui représentait toute l'histoire de l'humanité sur une espèce de ligne. Et cette ligne devait conduire des sociétés dites les plus primitives jusqu'à la société démocratique libérale, considérée comme le nec plus ultra, le degré suprême de l'accomplissement de l'homme sur la terre. Or, en réalité, cette ligne imaginaire tracée par Fukuyama et tous les idéologues de la suprématie occidentale est l'un des plus gros mensonges de l'Occident à la planète. Il peut tout à fait y avoir état de droit sans référence au modèle démocratique. La preuve, il y a bien 12 monarchies en Europe qui ont survécu à toutes les idées démocratiques, à la tête desquelles se trouvent des monarques non élus. Alors si l'Europe a pu maintenir dans 12 pays et non des moindres, si l'Occident a pu maintenir dans 12 pays et non des moindres, comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre, ce qu'on appelle le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, l'Espagne, la Suède, s'ils ont pu maintenir un royaume, mais ça prouve très bien que la notion même de démocratie n'a pas été épousée béatement et naïvement par les Occidentaux. Les Africains doivent sortir du chantage démocratique, car l'Afrique a les moyens d'apprécier par elle-même son appréciation d'elle-même, d'apprécier par elle-même sa propre civilisation, de la juger, de l'évaluer, de la critiquer, à partir de sa propre échelle de valeur. C'est ce que nous appelons l'entrée dans un monde multipolaire. Donc, le ministre le dit brillamment. Le chantage démocratique ne passera plus. Le chantage droit de l'homiste ne passera plus. De toute façon, des gens qui ont jeté la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki ne peuvent pas enseigner les droits de l'homme aux Africains.
il faudrait d'abord qu'ils aillent ressusciter les Japonais innocents qu'ils ont tués. Des gens qui ont commercialisé du noir par dizaines de millions, voire centaines de millions, ne peuvent pas enseigner les droits de l'homme aux Africains. Les gens qui ont forcé des dizaines de millions d'Africains aux travaux forcés dans leur propre continent natal ne peuvent pas revenir enseigner les droits de l'homme aux Africains. Des gens qui ont exterminé des peuples africains entiers lors de leur guerre de razzia négrière, lors de leur guerre de razzia coloniale. Des gens qui sont allés jusqu'à tenter d'exterminer par stérilisation des populations entières de ce continent, comme les laboratoires dirigés par le terrible docteur Wouter Basson au XXe siècle, en Afrique du Sud de l'apartheid. Des gens qui ont fait ça ne peuvent pas se tenir devant les Africains cultivés et oser commencer une leçon de morale politique. Sankara est mort, entre autres, parce qu'il a dit à François Mitterrand, lors de sa visite officielle au Burkina, comment est-il possible que vous ayez sali l'image flatteuse de cette France en soutenant le régime de l'apartheid, dont vous savez qu'il est barbouillé du sang des Africains innocents jusqu'au cou, si ce n'est jusqu'au sommet du crâne. Pour cette phrase, Mitterrand, très en colère, fit savoir publiquement à Thomas Sankara qu'il était allé trop loin. Vous voyez, quelqu'un qui prétendait être un président de gauche, c'est-à-dire appartenir formellement au bloc anticolonialiste, et qui, tout au long de sa pratique politique, n'a pas hésité à faire comme De Gaulle, de l'Afrique, la chasse gardée du néocolonialisme français. Avant qu'on étudie sérieusement son histoire, comme l'a fait par exemple Thomas Deltombe, pour montrer qu'en fait il n'a jamais été anticolonialiste. D'ailleurs, c'est lui qui a, sous De Gaulle, procédé au retournement d'un certain nombre de leaders anticolonialistes africains, comme Félix Houphouët-Boigny, François Mitterrand. C'est un colonialiste notoire, venu d'ailleurs de l'extrême droite française. On le sait aujourd'hui avec précision. Mais, pour revenir à notre affaire, on voit donc très bien, à travers le discours du ministre Bakary Yahya Sangaré, que la propagande démocratique est terminée. Propagande démocratique à Bana peu. Il n'y a que des Africains lobotomisés, des Africains qui n'ont pas procédé à la critique des livres qu'ils ont lus, à la critique du tambourinage, de l'endoctrinement qu'ils ont subi, qui peuvent encore avoir la naïveté de considérer que l'Afrique devrait s'aligner sur ce chemin imaginaire vers l'accomplissement dans la fameuse démocratie libérale théorisée par Hegel ou par Fukuyama. Ce n'est pas le chemin de l'Afrique. Le chemin de la renaissance, de la résurrection africaine est celui de la valorisation de ces valeurs sociétales à travers des institutions originales et tout aussi respectables que celles de tous les pays qui ont de la considération pour leur peuple. Monsieur le ministre, c'est vraiment succulent ce que vous avez fait là. Continuez s'il vous plaît. Continuez, monsieur le ministre. Bakary Yahya Sangaré. Continuez. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie 5e partie. à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les 3 pays sous le leadership de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Sur YouTube, c'est l'occasion de saluer l'Université libre de l'Afrique des libertés. Des forces unifiées de l'AES et la bonne coordination entre les unités mises en place. Je rends un vibrant hommage
à toutes les victimes civiles et militaires de la violence au Sahel. Mesdames et Messieurs, à l'occasion du sommet historique des chefs de l'État de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024, l'Alliance s'est transformée en une confédération qui repose sur 3 piliers, les 3D, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment les groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. Le Niger réitère sa ferme condamnation à ces actes hostiles et rejette toute forme d'appui au terrorisme, notamment le soutien actif et publiquement revendiqué par l'Ukraine à la coalition terroriste qui a lâchement attaqué la localité de Tinzaouaten au Mali. C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîtes et couverts à ces valeurs locaux, dont certains occupent les emprises diplomatiques du Niger à Paris en violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Oui. Loin de briser la dynamique en cours au Sahel, ces tentatives de déstabilisation ne font que renforcer la détermination de nos pays à aller de l'avant dans la poursuite des objectifs fixés. En dépit de toutes ces adversités, la caravane de l'AES passe. Monsieur le Président. Là, nous entrons dans le 6e morceau, littéralement, de cette allocution, la présentation de la philosophie de l'Alliance des États du Sahel à travers le concept des 3D. Défense, diplomatie, développement. Défense d'abord, pourquoi? Le ministre Bakary Sangaré nous dit parce que l'Afrique et notamment le Sahel sont attaqués. Mais qui attaque l'Afrique et le Sahel? Il a cité 2 noms. Non, 3 noms. Voici les 3 noms que j'ai entendus de la bouche du ministre des Affaires étrangères du Niger, dont l'action a provoqué le rassemblement des forces africaines du Mali, du Burkina Faso et du Niger en une alliance, puis en une confédération. Quels sont les 3 noms que vous avez entendus? Si vous écoutez vraiment. Le nom le plus vaste, c'est l'Occident. Ensuite, le deuxième nom cité, c'est l'Ukraine. Et enfin, le 3e nom cité, c'est la France. Voilà les 3 noms cités par le ministre nigérien des Affaires étrangères pour identifier ceux qui sont coupables de la déstabilisation de l'Afrique. Démonstration. L'Occident. Quelle est la coalition militaro-politique principale de l'Occident? Écrivez son nom. Là, le Niger appelle le chat un chat. Quelle est la coalition militaro-politique principale de l'Occident qui s'est rendue coupable de l'agression et de la déstabilisation de l'Afrique? Vous connaissez son nom, n'est-ce pas? C'est l'OTAN. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça, c'est d'un. Deuxièmement. Le deuxième pays cité, c'est l'Ukraine. Comment savons-nous que l'Ukraine est coupable de déstabilisation de l'Afrique? Que l'Ukraine participe à l'action terroriste contre l'Afrique? Le révélateur absolu de tout ceci a été l'attaque de Tinzaouaten dans la partie nord du Mali. Une attaque qui a été publiquement revendiquée par l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et un haut responsable des services de sécurité ukrainiens dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. C'est vrai ou c'est faux? Donc, 1.
vous savez que c'est l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident. Et ça, c'est l'attaque de la Libye en 2011. C'est indiscutable, tout le monde le sait. 2, vous savez que c'est l'Ukraine, et c'est l'Ukraine qui s'est auto-accusée. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Nous reconnaissons à l'Ukraine le courage d'avoir dit la vérité sur sa participation à la déstabilisation terroriste de l'Afrique. Mais il y a un troisième nom qui a été cité, la France. Et vous pourriez dire, mais sur quoi se base le Niger? En attendant qu'il y ait l'exposé de tous les détails des preuves nigériennes, je me contenterai pour ma part de citer l'actuel président français, qui a reconnu la responsabilité de la France dans la déstabilisation de l'Afrique. Dans une interview accordée au Figaro, au mois de juin 2017, le président Emmanuel Macron a dit, je cite, « Nous », il parlait des Français, « nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Ce sont les propos du président Macron. Qu'a-t-il reconnu par là? Mais que la coalition de l'OTAN, au sein de laquelle la France de Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Bokcha, est bel et bien responsable de la déstabilisation de l'Afrique. C'est ce que le président Macron a publiquement dit dans le Figaro du mois de juin 2017, dans une interview. D'accord? C'est-à-dire que le ministre Bakary Yahou Sangaré n'a pas cité 3 pays au hasard. Il a cité 3 entités à propos desquelles même le diable ne peut pas dire que c'est faux. Même Satan, si on le fait sortir des Tartares, on le fait asseoir ici, il ne peut pas dire que c'est faux que l'OTAN a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Il ne peut pas dire que c'est faux. Même le diable ne peut pas dire que c'est faux que l'Ukraine a commis des actes terroristes contre le Mali et les a revendiqués publiquement. Même le diable ne peut pas nier ça. Le diable ne peut pas nier que le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité française dans la déstabilisation, le saccage de la Libye et la déstabilisation du Sahel, et dans la prospérité du terrorisme. C'est lui-même qui l'a dit dans le Figaro en 2017. Ça ne peut pas être effacé. Donc, à partir du moment où le chef de la diplomatie nigérienne sait exactement qui attaque l'Afrique, il explique que l'alliance des États du Sahel est un remède à la nature de l'ennemi. Parce que tant que les pays sahéliens et africains luttent contre le terrorisme, en s'appuyant sur la coalition qui les a fait venir, ils tournent en rond. Le terrorisme prospère. Il a donc fallu rompre avec les parrains des organisations terroristes pour les affronter efficacement. Ce que fait justement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est la philosophie des 3D, défense, diplomatie et bien développement, incarnée par cette alliance. C'est cette philosophie qui est déclinée au Mali, au Burkina et au Niger. Vous voyez la cohésion et la cohérence qu'il y a entre les déclarations des diplomates de ces 3 pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'unifier leur armée, unifier leur diplomatie, et ils sont en train d'unifier leurs moyens pour se développer. Comme par exemple, l'unification des moyens pour l'acquisition de moyens satellitaires autonomes. Suite et fin du discours. La Confédération des États du Sahel constitue désormais, n'en déplaise à certains, une nouvelle donne géopolitique qui compte jouer pleinement son rôle sur l'échiquier international dans le respect de la souveraineté et de libre choix de ses partenaires. Comme l'a dit le président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Confédération AES, à l'occasion de l'an 1, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération. Nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Mesdames et Messieurs, au plan national, la vision inclusive du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani, s'articule autour de 4 axes stratégiques. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et l'accélération des réformes sociales. Bravo. Ces axes visent à assurer la souveraineté sécuritaire, politique et
économique de notre pays. À cet égard, il constitue le cadre de référence de toutes les interventions de l'État et de ses partenaires pour créer les conditions de la transformation structurelle de l'économie nigérienne et de la rémunération du bien-être des populations. Pour accompagner cette transformation, notamment dans le secteur minier et pétrolier, mon pays est disposé à conclure des partenariats avec les investisseurs étrangers sur la base du principe gagnant-gagnant et du respect de la dignité de nos populations jusque-là laissées pour compte. L'objectif est de faire du Sahel une zone de paix et de prospérité, comme l'a affirmé le président Tchani. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les pays frères et amis. Écoutez les pays frères. Burkina. Le Mali. Mali. Le Togo. Togo. Le Maroc. Maroc. La Turquie. Turquie. La Chine. Chine. La Russie. Russie. L'Iran. L'Iran. Et tous ceux qui accompagnent le Niger dans son processus de refondation. Je voudrais terminer en demandant à la communauté, à la diaspora de nos pays, partout où elle se trouve, de continuer à prier pour que Dieu protège l'AES, pour que Dieu protège nos peuples, pour que Dieu protège nos gouvernements. Vive la solidarité entre le peuple, vive la Confédération AES, je vous remercie. Nous vous remercions infiniment, Monsieur le ministre. Votre verbe est sobre, précis et incisif. Vous avez atteint les objectifs que vous ont fixés les augustes dirigeants de notre grande patrie africaine du Niger pour cette Assemblée générale des Nations Unies. Dans la dernière partie, j'ai été intéressé par le fait que le ministre Bakari Yahou Sangaré, chef de la diplomatie du Niger, a cité les amis du Niger. Il y a un nom que certains attendaient, mais ils ne l'ont pas eu. Quel est le nom qui manque? Certains ont pu croire que le Niger était un peu en train de se laisser flatter. Certains ont pu croire que le Niger dormait sur ce sujet-là. Il a cité combien de pays d'Afrique du Nord? Il a cité combien de pays d'Afrique du Nord comme étant des pays amis? Et il n'a cité qu'un seul pays d'Afrique du Nord, c'est le Maroc. Il n'a pas cité l'Algérie. Ça ne vous a pas échappé? J'espère que vous avez noté que l'Algérie n'a pas été citée. Hein. Dans tous les pays de la CEDEAO, le Niger a cité quel pays? Dans tous les pays qui sont encore membres de la CEDEAO, le Niger a cité quel pays? Un seul pays de la CEDEAO a été cité. C'est lequel? Eh bien, c'est le Togo. Oui ou non? Et puis, c'est tout. Donc, la liste, la short list qui a été délivrée par le chef de la diplomatie nigérienne nous démontre la lucidité du président Abdourahmane Tchani et de ses compagnons. Ils savent qui est qui. Hein. Le président Tchani que vous voyez là, il ne dort pas au premier banc. Hein. Voilà son ministre des Affaires étrangères qui fait la liste des amis reconnus. En Afrique du Nord, ils n'ont cité que le Maroc. L'Algérie s'excite toute seule. Dans toute la CEDEAO, est-ce qu'ils ont cité le Sénégal? Est-ce qu'ils ont cité la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont cité le Bénin? Est-ce qu'ils ont cité le Nigeria? Est-ce qu'ils les ont cités? Non. Ils ont cité un pays de la CEDEAO. Un. Le Togo. Vous avez compris? Donc, à la fin de son discours, le chef de la diplomatie nigérienne nous éclaire sur la grande lucidité qui opère à la tête de l'État du Niger. Le Niger est ouvert à développer des relations mutuellement bénéfiques avec les partenaires internationaux, à condition qu'ils ne viennent pas dans une perspective néocolonialiste, impérialiste. Mais le Niger, même s'il peut développer des partenariats avec des partenaires de tout pays, n'oublie pas ses vrais amis. Car c'est dans le malheur que tu connais tes vrais amis. Et le Niger les a cités au bout des doigts. Ils n'ont même pas rempli 10 doigts. Hein. Ses vrais amis. D'abord, les pays membres de l'Alliance, la Confédération, l'Alliance des États du Sahel,
un pays de la CEDEAO, un pays d'Afrique du Nord et les puissances du grand bloc des BRICS, le monde multipolaire. Est-ce que c'est clair? Voilà un pays qui a à sa tête des dirigeants avertis. Donc, notez bien la liste et ne vous laissez pas tromper par les euphories que vous pourrez voir entre le Niger et l'Algérie, les euphories entre le Niger et le Tchad, certaines euphories entre le Niger et le Nigeria, comme vous avez pu voir ces derniers temps. Hein? Le chef d'état-major du Niger et celui du Nigeria se sont parlé. C'est nécessaire parce que c'est des pays voisins. Mais attention, la confiance ne règne pas là. Le Tchad et le Niger se parlent, sont des pays voisins. Il y a des relations relativement bonnes, mais il n'y a pas de confiance là. Pourquoi? Parce que le Tchad est une néocolonie militaire, française et otanienne. Il n'y a pas de confiance qui règne là. Bon, les Algériens, ces derniers temps, pour essayer de, croyaient-ils, de diviser l'AES, font des yeux doux au Niger. On va faire un pipeline commun. On va faire traverser le gaz et le pétrole du Niger par l'Algérie. Le Niger leur sourit en disant, on a compris. On a compris. Non, c'est bien, c'est bien. Mais quand la liste des amis sort, il n'y a pas Algérie dedans. Il n'y a pas Algérie dedans. Parce que dans les moments décisifs, on ne peut pas lui faire confiance. Le pays est devenu la base arrière des chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Le pays menace ouvertement le Mali. Le pays soutient tous les renégats qui saignent à blanc la partie nord du Mali tous les jours. Eh bien, le Niger a bien noté cela, que si tu veux la mort de mon meilleur ami, c'est que tu veux ma mort. Oui. Mais donc j'étais à l'œil. Tu dis que tu es mon ami, tu m'aimes bien, mais je vois ce que tu fais à mon meilleur ami, et je sais qu'après lui, ce sera moi. Donc je préfère déjà te prévenir, tu n'es pas mon ami. On se connaît un peu, mais tu n'es pas mon ami. Donc la fin du discours était un monument de lucidité. Et ce sont des choses qui rassurent de la part d'un pays comme le Niger. Ce discours du ministre Bakary Yahou Sangaré est venu rappeler que le Niger est parfaitement connecté à la réalité. Et c'est formidable. Je tenais à en témoigner et à saluer le président Abdourahmane Tchani, le premier ministre Ali Mahamad Lamine Zaïn et tous leurs vaillants compagnons. Hein? Le ministre d'État Salifou Moudi, le ministre d'État général Toumba, hein, le porte-parole, le ministre colonel-major Amadou Abdourahmane, tous les intrépides travailleurs du gouvernement du Niger et plus hautement du Conseil national de sauvegarde de la patrie, qu'ils soient salués pour la qualité de la réflexion qui a préparé la sortie du chef de la diplomatie. Il a parlé en profondeur, il n'a pas ajouté un mot de trop, un mot de non. Il a tapé sec, et bien sec, pour dire et marteler la volonté des Africains. Alors, la suite du programme de cette émission maintenant va être beaucoup plus rapide. Je tenais à faire vraiment un commentaire détaillé de l'intervention du chef de la diplomatie nigérienne pour apporter, pour ainsi dire, de manière très solidaire mon soutien à ce qui a été dit. Bon. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.